Les personnes au style d'attachement évitant vivent une expérience particulière avec leurs émotions. Elles les refoulent, non par choix conscient, mais par un mécanisme profond qui opère souvent à leur insu. Cette capacité à mettre leurs sentiments à distance n'est pas un simple trait de caractère. Elle provient de raisons précises que nous allons explorer ensemble. La question que nous abordons aujourd'hui touche au cœur même des difficultés relationnelles que tant de personnes traversent. Pourquoi certains d'entre nous éteignent-ils systématiquement leurs émotions, créant ainsi une distance invisible mais palpable avec les autres et plus fondamentalement avec eux-mêmes? Le refoulement émotionnel chez les personnes évitantes ne se limite pas à une simple retenue dans l'expression des sentiments. Il s'agit d'un processus beaucoup plus profond qui désactive les émotions avant même qu'elles ne soient pleinement ressenties. Cette distinction est cruciale pour comprendre la profondeur du phénomène. Ce n'est pas seulement une question de ne pas montrer ce qu'on ressent, mais souvent de ne plus avoir accès à l'expérience émotionnelle elle-même. Cette désactivation émotionnelle crée une expérience de vie particulière. Le monde semble moins coloré, moins intense. Les hauts semblent moins hauts, mais les bas aussi semblent moins bas. Cette régulation à la baisse de l'expérience émotionnelle offre une forme de protection contre la souffrance, mais limite également l'accès à la joie, à l'enthousiasme et à l'amour profond. La première raison, et sans doute la plus puissante, réside dans les expériences précoces d'attachement. Lorsqu'un enfant exprime naturellement ses émotions et que celles-ci sont régulièrement ignorées, minimisées ou même punies, il apprend une leçon fondamentale. Les émotions sont dangereuses. Elles ne mènent pas au réconfort ou à la connexion, mais au rejet ou à l'humiliation. Ces expériences précoces peuvent prendre différentes formes. Parfois, c'est un parent ouvertement critique. Arrête de pleurer pour rien. Tu es beaucoup trop sensible. Ne fais pas l'enfant. D'autres fois, c'est un environnement émotionnellement néglige où les sentiments de l'enfant sont simplement ignorés, comme s'ils n'existaient pas ou n'avaient aucune importance. Dans certains cas, ce sont des parents eux-mêmes, mal à l'aise avec les émotions, qui réagissent avec un malaise visible face à l'expression émotionnelle de leur enfant, créant ainsi une forme de conditionnement subtil mais puissant. L'enfant apprend que ses émotions créent de l'inconfort chez ceux dont il dépend pour sa survie, une situation intenable. Cette dynamique familiale particulière mérite d'être explorée plus en détail. Quand un parent est lui-même déconnecté de son monde émotionnel, il transmet inconsciemment ce modèle à son enfant, non par malveillance, mais parce qu'il ne peut offrir à l'autre que ce qu'il a lui-même reçu et développé. Cette transmission intergénérationnelle du refoulement émotionnel crée des lignées entières où l'expression des sentiments reste limitée, formant un héritage invisible mais puissant. Face à cette réalité douloureuse, le cerveau en développement trouve une solution remarquable: désactiver le système émotionnel avant même que les sentiments ne soient pleinement ressentis. Ce n'est pas un acte de froideur, mais une adaptation brillante pour protéger l'enfant d'une souffrance répétée. Cette adaptation neurologique est fascinante. Le cerveau crée littéralement des voies neurales qui court-circuitent l'expérience émotionnelle. Des études en neurosciences montrent que chez les personnes au style d'attachement évitant, les zones du cerveau liées au traitement émotionnel montrent une activité réduite face à des stimuli qui, chez d'autres, déclencheraient des réponses émotionnelles significatives. Ce n'est pas une question de volonté ou de choix, mais une réorganisation profonde des circuits cérébraux. Cette adaptation, qui commence comme une réponse temporaire à un environnement spécifique, devient avec le temps un mode de fonctionnement automatique. Le cerveau crée des voies neurales qui court-circuitent l'expérience émotionnelle, transformant ce qui était une stratégie de survie en une partie intégrante de la personnalité. La deuxième raison du refoulement émotionnel provient d'une absence cruciale: l'absence d'apprentissage sur comment identifier, nommer et réguler les émotions. Dans un développement émotionnel sain, les adultes aident l'enfant à reconnaître ce qu'il ressent et à y répondre de manière adaptée. Tu sembles en colère, c'est normal après ce qui s'est passé. Je vois que tu es triste, veux-tu en parler? Cet apprentissage émotionnel va bien au-delà de simplement permettre l'expression des sentiments. Il s'agit d'acquérir un vocabulaire émotionnel nuancé, de comprendre le caractère temporaire des émotions, d'apprendre à les tolérer sans être submergé et de développer des stratégies adaptées pour y répondre. L'impact de cette éducation émotionnelle manquante est profond et durable. Sans les mots pour décrire leurs états intérieurs, les personnes évitantes développent une forme d'alexithymie, cette difficulté à identifier et nommer ses propres émotions. Imaginez traverser la vie en percevant vaguement des sensations intérieures sans pouvoir les catégoriser ou les comprendre.
Cette confusion crée naturellement une tendance à éviter ces expériences internes déroutantes. Sans ce guidage essentiel, les émotions restent des expériences confuses et potentiellement menaçantes. Comment gérer quelque chose qu'on ne peut ni nommer, ni comprendre? Le refoulement devient alors la seule solution viable face à cette confusion intérieure. Cette absence d'éducation émotionnelle crée un cercle vicieux. Moins on expérimente consciemment ces émotions, moins on développe les compétences pour les gérer. Et moins on a de compétences pour les gérer, plus il semble nécessaire de les refouler. Ce cycle renforce le mécanisme de désactivation émotionnelle au fil du temps. Une troisième raison, particulièrement puissante, réside dans l'association entre émotions et vulnérabilité. Les émotions nous connectent aux autres, mais cette connexion crée inévitablement une forme de dépendance. Ressentir pleinement, c'est admettre que les autres ont le pouvoir de nous affecter. Cette vulnérabilité relationnelle est particulièrement menaçante pour qui a appris que dépendre des autres conduit à la déception ou à l'abandon. Les émotions liées à l'attachement, le manque, le désir de proximité, la peur de la perte, deviennent ainsi les cibles principales du refoulement. Ce refoulement sélectif explique pourquoi certaines personnes évitantes peuvent sembler émotionnellement engagées dans certains domaines de leur vie, mais complètement déconnectées dès qu'il s'agit de relations intimes. Les émotions qui n'impliquent pas de vulnérabilité relationnelle, comme certaines formes d'enthousiasme, de colère ou même de tristesse plus impersonnelle, peuvent rester accessibles. Cette peur de la dépendance émotionnelle a des racines profondes dans notre culture individualiste moderne, qui valorise souvent l'autonomie absolue au détriment de l'interdépendance saine. Pour beaucoup, notamment des hommes mais pas exclusivement, admettre avoir besoin des autres émotionnellement est perçu comme un signe de faiblesse plutôt que comme une expression naturelle de notre nature fondamentalement sociale. Pour qui a appris tôt que la dépendance mène à la déception ou à l'abandon, cette vulnérabilité semble inacceptable. Le refoulement émotionnel devient alors une stratégie de protection contre cette dépendance perçue comme dangereuse. Mieux vaut ne rien ressentir que d'admettre qu'on a besoin des autres. La quatrième raison touche à l'économie psychique. Les émotions, particulièrement lorsqu'elles sont intenses et contradictoires, consomment une énergie mentale considérable. Pour une personne qui n'a pas développé les outils pour les réguler efficacement, cette dépense énergétique peut sembler insurmontable. Le refoulement offre une solution d'économie immédiate. En désactivant le système émotionnel, il libère des ressources mentales pour d'autres fonctions. Cette économie apparente cache cependant un coût invisible. L'énergie nécessaire pour maintenir ce refoulement constant. Cette dimension énergétique est souvent négligée dans notre compréhension du refoulement émotionnel. Pourtant, maintenir à distance des émotions puissantes demande un effort considérable, même s'il est largement inconscient. Cet effort continu peut expliquer pourquoi les personnes qui refoulent chroniquement leurs émotions rapportent souvent une fatigue inexpliquée, une difficulté à se détendre véritablement ou une sensation de vivre constamment sous tension. Ce coût caché du refoulement se manifeste souvent par une fatigue chronique inexpliquée, des troubles du sommeil ou une difficulté à se détendre véritablement. Le système nerveux reste constamment en état d'alerte, prêt à neutraliser toute émotion émergente avant qu'elle ne devienne consciente. Cette tension permanente peut également se manifester par des symptômes physiques, maux de tête, problèmes digestifs, douleurs musculaires chroniques, qui représentent en réalité l'expression somatique des émotions qui ne peuvent pas être ressenties psychologiquement. Le corps devient ainsi le porte-parole des émotions refoulées. Ce que la conscience refuse d'entendre, le corps l'exprime à sa façon. Cette manifestation physique des émotions refoulées représente à la fois un problème et une opportunité, un problème par la souffrance qu'elle génère, mais aussi une opportunité, car elle peut devenir une voie d'accès vers la reconnexion émotionnelle. Une cinquième raison, souvent méconnue, concerne la peur de l'intensité émotionnelle. Les personnes évitantes possèdent fréquemment une sensibilité émotionnelle naturellement élevée. Contrairement aux apparences, ce ne sont pas des personnes moins sensibles, mais souvent des personnes trop sensibles qui ont appris à se protéger d'une intensité perçue comme écrasante. Cette hypersensibilité sous-jacente explique pourquoi le refoulement doit être si puissant. Plus l'émotion potentielle est forte, plus le mécanisme de suppression doit être efficace. Ce paradoxe éclaire également pourquoi certaines personnes évitantes peuvent parfois être submergées par des émotions soudaines et apparemment disproportionnées, quand le système de refoulement atteint sa limite. Cette perspective change radicalement notre vision des personnes évitantes. Loin d'être naturellement froides ou insensibles,
Elles sont souvent des personnes dotées d'une grande sensibilité émotionnelle, qui ont dû développer des mécanismes de protection particulièrement puissants, précisément à cause de cette sensibilité. Cette compréhension ouvre la voie à une approche plus compassionnelle, remplaçant le jugement par une curiosité bienveillante. Ces moments d'émotion débordante sont souvent vécus comme des confirmations terrifiantes que les sentiments sont effectivement dangereux et incontrôlables, renforçant ainsi la conviction que le refoulement est nécessaire. Un autre cercle vicieux se forme, plus on craint l'intensité émotionnelle, plus on renforce le refoulement, et plus le refoulement est puissant, plus les émotions qui parviennent à le traverser semblent écrasantes. Ce cercle vicieux explique la résistance compréhensible des personnes évitantes face aux approches qui les encouragent simplement à s'ouvrir plus ou à exprimer leurs sentiments. Sans une compréhension de ce mécanisme et un travail progressif pour développer des compétences de régulation émotionnelle, une telle ouverture peut effectivement mener à des expériences émotionnelles déstabilisantes qui confirment leurs craintes. La sixième raison implique les croyances profondes sur la valeur des émotions. Dans de nombreux environnements, particulièrement pour les hommes, mais pas exclusivement, les émotions sont présentées comme des faiblesses, comme des obstacles à la réussite ou à la force de caractère. Les émotions sont irrationnelles. Une personne forte contrôle ses sentiments. Les décisions émotionnelles sont de mauvaises décisions. Ces croyances, absorbées souvent inconsciemment, transforment le refoulement émotionnel en signe de force et de maturité, plutôt qu'en limitation. Elles créent un cadre mental où être déconnecté de ses émotions devient une qualité à cultiver plutôt qu'un défi à surmonter. L'influence de ces croyances varie considérablement selon les cultures, les classes sociales et les époques. Certains environnements valorisent particulièrement le contrôle émotionnel strict, renforçant ainsi la tendance au refoulement. Cette dimension culturelle nous rappelle que le refoulement émotionnel n'est pas seulement une question individuelle ou familiale, mais s'inscrit également dans un contexte social plus large. Ce système de croyance est renforcé par une culture qui valorise souvent la rationalité au détriment de l'intelligence émotionnelle, particulièrement dans certains milieux professionnels. Le refoulement émotionnel peut ainsi être récompensé socialement, créant une motivation externe à maintenir cette déconnexion. Il est important de noter que ces croyances ne sont pas entièrement fausses. Les émotions peuvent effectivement parfois nous égarer, et une certaine capacité à les réguler est nécessaire dans de nombreuses situations. Le problème réside dans l'absolutisme de ces croyances, qui ne laissent aucune place pour une relation nuancée et flexible avec notre monde émotionnel. La vérité plus complexe est que les émotions et la raison ne sont pas des forces opposées mais complémentaires. Les recherches en neurosciences démontrent que sans l'information fournie par nos émotions, notre capacité à prendre des décisions judicieuses est sévèrement compromise. Les émotions ne sont pas des obstacles à la pensée rationnelle, mais des composantes essentielles d'une cognition complète et efficace. Une septième raison concerne la peur de l'incontrôlable. Les émotions, par nature, ne se commandent pas directement. Elles surviennent, évoluent et s'estompent selon leur propre rythme. Cette qualité spontanée et autonome des émotions peut sembler profondément menaçante pour qui valorise le contrôle et la prévisibilité. Le refoulement apparaît alors comme une tentative de maîtriser l'incontrôlable, de prévoir l'imprévisible. Il offre l'illusion rassurante que les émotions peuvent être domptées, que la vie intérieure peut être parfaitement régulée. Cette peur de perdre le contrôle est particulièrement intense pour les personnes qui ont vécu des situations où elles se sont senties impuissantes ou dépassées. Le refoulement devient alors une forme de reprise de pouvoir, une façon de s'assurer que cette impuissance ne sera plus jamais ressentie. Pour les personnes ayant vécu des traumatismes, cette dimension est encore plus prononcée. Le refoulement émotionnel peut représenter une stratégie de survie face à des émotions potentiellement dévastatrices liées à l'expérience traumatique. Ce mécanisme, initialement protecteur, devient problématique lorsqu'il s'étend à l'ensemble de l'expérience émotionnelle, empêchant l'accès aux émotions positives comme négatives. Paradoxalement, cette tentative de contrôle absolu crée souvent une forme d'impuissance plus subtile mais plus pervasive. L'incapacité à se connecter authentiquement à soi-même et aux autres, à vivre pleinement l'expérience humaine dans toutes ses dimensions. Cette contradiction fondamentale, chercher le contrôle mais perdre en liberté, est au cœur du dilemme des personnes évitantes. La sécurité apparente offerte par le refoulement émotionnel s'accompagne d'une forme d'emprisonnement intérieur, d'une restriction de l'expérience qui limite profondément la satisfaction de vie et la qualité des relations. La huitième raison touche à l'identité même. Avec le temps, le refoulement émotionnel devient plus qu'une simple habitude.
Il s'intègre à la conception de soi. Je suis quelqu'un de rationnel. Je ne me laisse pas affecter par les choses comme les autres. Je suis naturellement calme et stable. Cette intégration à l'identité rend le changement particulièrement difficile. Reconnecter avec ses émotions signifie alors non seulement modifier un comportement, mais remettre en question une partie fondamentale de qui l'on croit être. La psychologie nous enseigne que nous résistons naturellement aux changements qui menacent notre sens d'identité. Même lorsque nos mécanismes actuels créent de la souffrance, l'inconnu que représente une nouvelle façon d'être peut sembler plus effrayant encore que cette souffrance familière. Cette dimension identitaire explique pourquoi le simple fait de suggérer à une personne évitante qu'elle pourrait refouler ses émotions déclenche souvent une résistance significative. Ce n'est pas perçu comme une simple observation comportementale, mais comme une remise en question existentielle. Le changement devient possible lorsque la personne peut envisager une identité plus large, plus flexible, qui intègre la capacité à ressentir sans perdre les qualités de force et de stabilité qu'elle valorise. Je peux être rationnel et émotionnel. Je peux être fort et vulnérable. Je peux être stable tout en accueillant la richesse de mon expérience émotionnelle. Cette expansion identitaire représente l'un des aspects les plus profonds et transformateurs du travail sur le refoulement émotionnel. Il ne s'agit pas d'abandonner qui l'on est, mais d'intégrer des dimensions de soi précédemment exclues, créant ainsi une identité plus complète et plus authentique. La 9e raison implique la mémoire émotionnelle. Le refoulement ne concerne pas seulement les émotions présentes, mais aussi les souvenirs émotionnels du passé. Maintenir une distance avec ces émotions actuelles permet également de garder à distance des expériences passées douloureuses qui pourraient ressurgir si le système émotionnel était pleinement activé. Cette fonction protectrice contre les souvenirs difficiles explique pourquoi le refoulement peut s'intensifier après des expériences traumatiques, créant une barrière non seulement contre les émotions nouvelles, mais aussi contre le passé émotionnel non résolu. Cette dimension mémorielle du refoulement émotionnel éclaire pourquoi la reconnexion émotionnelle peut parfois faire remonter des souvenirs et des sentiments longtemps oubliés. Ce n'est pas un effet secondaire indésirable du processus, mais une partie intégrante de la guérison émotionnelle. Comprendre cette dimension permet d'aborder la reconnexion émotionnelle avec plus de patience et de préparation. Ce n'est pas simplement un processus d'ouverture aux émotions présentes, mais potentiellement un voyage à travers des expériences passées qui demandent à être reconnues, ressenties et finalement intégrées dans une histoire personnelle plus complète et plus cohérente. La 10e raison peut être la plus subtile, concerne la peur du changement relationnel. Ressentir pleinement ces émotions mène inévitablement à des modifications dans les relations. La personne qui reconnecte avec ses besoins émotionnels commence naturellement à établir des limites différentes, à exprimer des attentes nouvelles, à rechercher des formes d'intimité auparavant évitées. Le refoulement peut ainsi servir à maintenir un statu quo relationnel, même insatisfaisant, par peur des bouleversements qu'entraînerait une reconnexion émotionnelle authentique. Cette peur du changement relationnel est souvent justifiée. Les relations construites autour du refoulement émotionnel de l'un ou des deux partenaires atteignent un certain équilibre, même dysfonctionnel. Modifier cet équilibre en introduisant plus d'authenticité émotionnelle crée inévitablement une déstabilisation du système. La théorie des systèmes familiaux nous enseigne que toute modification significative chez un membre du système déclenche des réactions d'adaptation chez les autres membres. Ces réactions ne sont pas toujours positives. Elles peuvent inclure des tentatives de ramener la personne à son comportement antérieur, des expressions de malaise face au changement, ou même des menaces d'abandon si le statu quo n'est pas maintenu. Cette déstabilisation, bien que potentiellement bénéfique à long terme, comporte des risques réels à court terme. Certaines relations ne survivent pas à cette transformation. D'autres évoluent vers des formes plus authentiques, mais méconnaissables par rapport à leur configuration initiale. Le refoulement émotionnel peut donc représenter une forme de protection non seulement individuelle, mais également systémique, maintenant en place des dynamiques relationnelles familières, même si elles sont insatisfaisantes ou limitantes. Comprendre cette dimension systémique est essentiel pour aborder le changement avec réalisme. La reconnexion émotionnelle n'est pas seulement un processus personnel, mais implique également une reconfiguration potentielle de l'ensemble du système relationnel. Cette prise de conscience permet d'anticiper et de naviguer plus efficacement les défis relationnels que le changement peut susciter. Ces 10 raisons s'entremêlent et se renforcent mutuellement, créant un système complexe qui maintient le refoulement émotionnel en place. Comprendre ces mécanismes n'est pas simplement un exercice intellectuel, c'est une porte ouverte vers une transformation profonde.
Car la vérité fondamentale est celle-ci. Le refoulement émotionnel, bien qu'il ait servi un objectif de protection essentiel, devient avec le temps une prison invisible. Une prison qui limite non seulement la capacité à se connecter authentiquement aux autres, mais aussi l'accès à une partie essentielle de soi-même. Cette prison émotionnelle affecte tous les aspects de la vie. Les relations restent superficielles ou conflictuelles, sans atteindre la profondeur et la satisfaction d'une connexion authentique. Les décisions professionnelles et personnelles peuvent être déconnectées des véritables valeurs et aspirations, menant à des choix qui semblent rationnels mais ne résonnent pas profondément. La créativité et la spontanéité sont limitées, réduisant la richesse de l'expérience quotidienne. Plus subtilement encore, cette déconnexion émotionnelle crée une forme d'aliénation de soi-même, ce sentiment troublant d'être étranger à sa propre expérience, de vivre une vie qui, malgré ses succès apparents, semble manquer de quelque chose d'essentiel. Cette compréhension des raisons du refoulement émotionnel chez les personnes évitantes ouvre la voie à une approche compatissante du changement. Non pas en jugeant ce mécanisme comme une défaillance ou un défaut, mais en le reconnaissant comme une adaptation ingénieuse qui a permis de survivre dans des circonstances particulières. Cette perspective compassionnelle est fondamentale. Le refoulement émotionnel n'est pas un échec moral ou une faiblesse de caractère. C'est une stratégie d'adaptation qui a servi un objectif crucial à un moment donné de la vie. Reconnaître cette fonction protectrice permet d'honorer la sagesse du système plutôt que de le combattre, créant ainsi les conditions d'une transformation plus harmonieuse. La reconnexion émotionnelle devient alors possible, non par l'abandon brutal des protections en place, mais par la création progressive d'un environnement intérieur suffisamment sécurisant pour que ces protections deviennent moins nécessaires. Ce voyage vers une vie émotionnelle plus riche commence par la simple reconnaissance de ces mécanismes sans jugement. Il se poursuit par de petits pas vers une plus grande conscience des signaux corporels qui accompagnent les émotions, puis vers l'identification et la nomination de ces expériences intérieures. Cette approche progressive est essentielle. Tenter de démanteler brutalement des mécanismes de protection établis depuis des décennies ne ferait que renforcer la résistance et confirmer la croyance que les émotions sont dangereuses. C'est en créant d'abord un sentiment de sécurité intérieure que le système peut progressivement relâcher ses défenses. Avec patience et bienveillance, le système émotionnel longtemps mis en veille peut s'éveiller progressivement. Non pas pour fonctionner sans discernement ou contrôle, mais pour offrir cette richesse d'informations, de motivation et de connexion qui fait la profondeur de l'expérience humaine. Cette reconnexion émotionnelle s'accompagne généralement d'une transformation dans les relations. La capacité nouvelle à ressentir et à exprimer ses besoins émotionnels crée les conditions d'une intimité plus authentique. Les relations superficielles peuvent sembler moins satisfaisantes, tandis que les connexions plus profondes deviennent possibles. Le refoulement émotionnel n'est donc pas une sentence définitive, mais une étape dans un parcours plus large. Une étape qui, une fois comprise dans ses raisons profondes, peut laisser place à une relation plus flexible, plus nuancée et finalement plus libre avec notre monde émotionnel. Cette liberté émotionnelle nouvelle n'est pas synonyme d'expression constante ou d'intensité permanente. Elle se manifeste plutôt comme une capacité de choix, pouvoir ressentir quand c'est approprié, contenir quand c'est nécessaire, exprimer quand c'est bénéfique. C'est cette flexibilité, cette capacité à naviguer consciemment le paysage émotionnel plutôt que de l'éviter automatiquement, qui représente le véritable objectif. Non pas devenir une personne émotionnelle, selon les stéréotypes, mais une personne émotionnellement intelligente, capable d'accéder à la richesse de son expérience intérieure, tout en maintenant une régulation adaptée au contexte. En comprenant pourquoi les évitants refoulent leurs émotions, nous touchons à une vérité qui dépasse ce seul style d'attachement. Nous explorons la façon dont tous les êtres humains négocient la vulnérabilité fondamentale que représente le fait de ressentir pleinement. Cette compréhension nous invite à une compassion nouvelle, pour nous-mêmes et pour les autres. Une compassion qui reconnaît que chacun fait de son mieux avec les outils émotionnels dont il dispose, et que le chemin vers une plus grande liberté émotionnelle est un voyage que nous méritons tous d'entreprendre. Ce voyage n'est pas un luxe ou une quête d'auto-perfectionnement superficiel. C'est un chemin vers une humanité plus complète, vers des relations plus satisfaisantes, vers une vie vécue avec plus d'authenticité et de profondeur. Un chemin qui, malgré ses défis, mène à cette liberté intérieure qui permet d'être pleinement présent à sa propre vie et aux personnes qui la partagent.